Europe 1, il est 6h40. Votre invité, Mathieu Béliard, est le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valtou. Bonjour Frédéric Valtou. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. Nous voulions reparler bien sûr de cette journée de mobilisation. D'abord parce qu'effectivement, on se le disait en antenne, il y avait du monde hier dans les rues du pays, pas qu'à Paris, pour protester justement contre l'état de l'hôpital public dans son ensemble. Pas seulement les urgences, pas seulement la psychiatrie, comme on a pu en parler ces derniers mois, l'hôpital dans son ensemble. Emmanuel Macron vous a entendu, semble-t-il, vous a écouté, nous verrons. Il annonce des annonces. La semaine prochaine, le Premier ministre se saisit du dossier. Faut le noter, politiquement, c'est pas Agnès Buzyn qui annoncera justement des mesures pour l'hôpital. On parle d'un plan d'urgence. Est-ce que ce n'est pas encore un plan d'urgence ? Il y en a déjà eu deux. Alors, il y a eu des annonces par Agnès Buzyn au mois de juin et au mois de septembre qui n'ont pas eu beaucoup d'écho parce que je pense que c'était pas la bonne manière de prendre le sujet. Ce qui a été dit hier, c'est au-delà de la demande de telle ou telle prime, c'est finalement qu'on redonne du sens à l'engagement hospitalier. Quelle est la place de l'hôpital ? Quel est le rôle de l'hôpital dans un système de santé en crise ? Enfin voilà, c'est des questions de fond. Et puis c'est surtout un manque criant de moyens et qui a été rappelé avec une... et donc c'est vraiment des questions de fond. Il ne faut pas oublier que c'est Emmanuel Macron lui-même qui avait annoncé il y a un an le chantier Ma Réforme 2022, qui est un chantier de long cours, de long terme. Ça fait longtemps qu'on lui dit le long terme c'est très bien, mais le temps intermédiaire on fait comment ? Avant ma santé 2022, c'est-à-dire qu'il faut prendre des engagements, il y a des choses concrètes que vous attendez de manière structurelle sur le moyen et long terme, et en même temps il faut de l'argent tout de suite. Il faut passer cette phase de transition. Le plan général, la direction générale est bonne, mais comment on assure la transition ? Les tensions financières, c'est aujourd'hui. Les tensions sur les effectifs, c'est aujourd'hui. Les départs de l'hôpital de certains médecins, alors qu'on manque déjà de personnel, médicaux, paramédicaux à l'hôpital, c'est aujourd'hui. Donc comment on fait tout de suite parce que dans 3-4 ans, l'hôpital, il n'aura plus c'est pas un genou qu'il aura à terre, c'est les deux genoux. Et donc ça, il faut l'éviter. Personne ne le souhaite. On va parler de l'état de l'hôpital aussi dans quelques toutes petites secondes, mais d'abord, concrètement, de combien est-ce qu'il faudrait que ce soit cette enveloppe finalement ? Quelles annonces concrètes en termes d'argent est-ce que je vous vais pas vous attendez ? donner les chiffres. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire ce qui assure le financement du système pour 2020, c'est en ce moment sur le bureau du Sénat. Et donc il y a moyen de faire bouger les chiffres pour qu'on donne plus d'oxygène, on remette du vent dans les voiles du système de santé et notamment de l'hôpital. Ça c'est immédiatement au Sénat. La relance de l'investissement... Est-ce qu'on parle millions ou milliards, on parle de milliards quand on parle d'investissement. On parle de centaines de millions quand on parle de fonctionnement, on parle de milliards pour l'investissement. Pourquoi ? Parce que l'investissement, depuis 8 ans, il a fléchi, et que c'est un secteur, la santé, qui est stratégique, et que voir l'investissement qui diminue aussi fort que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est dangereux. On n'investit plus, on ne renouvelle pas assez le matériel, on n'acquiert pas du matériel moderne, on n'aide pas la médecine hospitalière à faire cette transition numérique, à se moderniser. Et donc c'est en milliards, et ça c'est dès 2020. Il y a les moyens de le faire. On peut lancer un plan d'urgence d'investissement pour l'hôpital de 1-2 milliards d'euros supplémentaires par an. Donc ça c'est des choses très concrètes. Et puis il faut absolument redonner un peu le moral aux hospitaliers, c'est-à-dire montrer que faire une carrière hospitalière, ça a du sens, et puis on peut l'accompagner financièrement. Alors ça se fera pas en quelques semaines, mais il faut réinstaller, un cycle bénéfique, parce qu'aujourd'hui les forces vives de l'hôpital, elles ont plutôt tendance soit à être épuisées, soit à vouloir le quitter, ce qui est évidemment pas souhaitable. C'est une fierté pour les gens de bosser à l'hôpital. Ils l'ont dit hier. S'ils n'étaient pas fiers de leur boulot, ils défileraient pas pour avoir les moyens de travailler. Et donc un système qui désespère ses propres enfants, c'est toujours un peu terrible. On a aussi beaucoup de constats, et finalement il fallait peut-être tirer la sonnette d'alarme, mais parfois hier on a entendu des choses qui font peur, sur l'état de notre système de santé, sur la capacité pour l'hôpital public à absorber les malades. Certains parlaient d'une France à deux vitesses entre le privé et le public. On en est là ? Mais on a un système de santé effectivement à deux vitesses. On a un système de santé où on demande à l'hôpital aussi de pallier la crise du système en général. Aujourd'hui il y a une crise de la médecine, du modèle de la médecine générale, de la médecine libérale. C'est pour ça que les Français se tournent autant vers les urgences. On peut pas les blâmer. Ils cherchent un médecin quand ils ont tout d'un coup un problème, et ils vont là où la lumière est allumée. Mais la crise, il faut aussi réformer la médecine libérale. Les médecins généralistes aujourd'hui sont des médecins épuisés qui bossent comme des fous, mais il y a de moins en moins de cabinets de ville, et donc il faut là aussi s'intéresser au sujet. C'est pas
que la crise de l'hôpital. C'est vraiment la crise du système de santé. Et je pense que Emmanuel Macron voit juste. Simplement, il faut maintenant qu'il mette les moyens en face de ses ambitions. Il y a un mot qui a été prononcé par le président de la République hier, c'est le mot de gouvernance. La question est posée clairement. Certains évoquent la loi Bachelot de 2009 qui donnait les pleins pouvoirs aux directeurs d'hôpitaux. Est-ce qu'il faut changer l'organisation de la gouvernance à l'hôpital ? Écoutez, certains effectivement vivent mal l'organisation actuelle. Moi, je veux bien qu'on passe du temps sur ce sujet de la gouvernance. Il ne me paraît pas essentiel. Redonner du pouvoir aux médecins, pourquoi pas. Aux médecins, à ceux qui soignent dans l'organisation de l'hôpital, plus de place ? Bien sûr. Moi, s'il y a des médecins, je suis pas directeur d'hôpital, je défends pas aucun. Moi, je suis là. Enfin, j'essaie de proposer des solutions pour que l'hôpital fonctionne. S'il y a des médecins qui préfèrent plutôt que de soigner se consacrer à gérer des hôpitaux, pourquoi pas qu'ils y aillent. Je pense que toutes les bonnes volontés doivent être acceptée, prise en compte à partir du moment où c'est pour une amélioration du système. Après, pour vous, c'est secondaire, c'est pas ce qui est urgent. Oui, c'est totalement secondaire. Aujourd'hui, c'est la question du soin, c'est la question de la qualité, c'est la question de la qualité en proximité. C'est ça les vrais sujets aujourd'hui. Avant de vous laisser partir, Frédéric Valtou, juste un mot, je le précise pour nos auditeurs, vous êtes président de la Fédération hospitalière de France, mais aussi maire de Fontainebleau. Tout à fait. Il y a un EHPAD à Fontainebleau où plusieurs patients se plaignent, des familles de patients se plaignent. On parle de maltraitance. Ces témoignages qu'on a pu voir sur BFM TV, il n'a pas pris de douche pendant 1 mois et demi. Est-ce que c'est de votre ressort, cet EHPAD de Fontainebleau, et que leur répondez-vous ? Alors, l'EHPAD de Fontainebleau, il dépend de l'hôpital de Fontainebleau, donc effectivement, c'est une offre publique. On a eu, et je l'ai dit au collectif de parents, et on l'a dit, on a été nombreux à leur dire, d'accompagnants, enfin de parents de résidents, pardon. On a eu un problème cet été de personnel, et effectivement, l'EHPAD de Fontainebleau vit ce que vivent 90% des EHPAD de France, manque de personnel. On avait des postes qu'on n'arrivait pas à pourvoir, et donc si on avait eu le personnel qui se présentait, on les aurait tout de suite embauchés, effectivement. Donc il y a eu un creux juillet, août, septembre pour dans l'accompagnement des résidents, ce qui est dommageable effectivement, et effectivement il y a eu des situations qui étaient douloureuses, mais qui sont douloureuses pour tout le monde. C'est en parallèle, mais on est toujours dans cette question du soin en France, et là vous parlez de difficultés de recrutement. L'attractivité des métiers, on parlait de l'attractivité des métiers, ça touche aussi le secteur médico-social, ça touche l'accompagnement des personnes âgées. Il y a des métiers qui n'attirent plus, il y a des métiers qui malheureusement paraissent dévalorisés, il y a surtout des métiers qui sont mal accompagnés financièrement, et on est un système, effectivement, et je rejoins votre question de tout à l'heure, qui s'installe à 2 vitesses. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui en France qu'on ait des médecins, mais on pourrait dire la même chose d'infirmières, qui, selon qu'elles travaillent à l'hôpital ou selon qu'elles travaillent dans une clinique, peuvent gagner, en tout cas pour les médecins, c'est vrai, du simple au triple pour la même spécialité? C'est pas logique, on peut plus se payer ça. Et donc aujourd'hui, la question des écarts de rémunération, elle doit être posée, et de l'attractivité des carrières aussi, parce que effectivement, sinon on arrive à des solutions comme à l'EHPAD de Fontainebleau, où quand il y a des tensions sur les recrutements, on peut pas les inventer, les gens, donc les personnels soignants et accompagnants. Et ce sera au détriment des patients. Merci Frédéric Valtou. Merci beaucoup.